L'épisode de cette semaine est présenté par Altitude Sport, qui est une boutique d'équipements et de vêtements de plein air 100% en ligne, basée à Montréal. Ils ont au-dessus de 400 marques, au-dessus de 60 marques canadiennes. Et ils m'ont demandé de vous parler de mes endroits préférés pour courir à Québec et à Montréal. Évidemment, moi, je viens de Québec et j'ai mon 12 km préféré. C'est lui que je fais tout le temps jusqu'à ce que la neige arrive et qu'il ne déblaye pas la piste cyclable. Donc, je pars de chez moi dans Saint-Jean-Baptiste. Je monte jusque devant le Parlement, sur les plaines d'Abraham. Je descends et je remonte jusqu'à l'anneau des plaines d'Abraham. Je descends après ça par la côte Gilmore et je reviens par le boulevard Champlain pour monter ensuite dans le petit Champlain par la côte du Marathon de Québec, pour ceux qui l'ont déjà fait, et je reviens jusqu'à chez nous. Je suis la légende locale sur tous les segments de cette course-là. C'est ma préférée. J'en ai même parlé au maire de Québec, Bruno Marchand, pour lui demander pourquoi il ne déblayait pas à l'année. Il m'a dit que c'était hors de la juridiction de la Ville de Québec parce que c'est le parc des Plaines d'Abraham, donc c'est de juridiction canadienne. Et j'imagine que les Canadiens ne déblaient pas. Mon spot préféré à Montréal, j'en ai deux. Quand je viens chez ma soeur, je cours le long du canal de la Chine. C'est un 12 km qui se fait super bien. C'est sur le plat, c'est le fun. Le matin, tu te réveilles, le soleil se lève. C'est parfait. Je sais que j'apprends rien à personne. Le nombre de personnes que je croise à la course sur le canal de la Chine, c'est énorme. Et ou sinon, je monte le Mont-Royal par la piste en gravel qui monte vraiment progressivement. Ça, c'est le fun parce que tu fais du uphill en montant, puis après ça, tu travailles les quads en descendant. Ça te permet de faire un genre de 15 kilos, tout dépendant d'où tu pars. Là. Mais si tu pars d'en bas, ça te fait un genre de 10 kilos. Après ça, tu peux aller prendre un petit café dans le coin. C'est magique! Si vous voulez vous équiper pour faire toutes ces aventures-là et essayer de me prendre les couronnes de légende locale un peu partout dans les plus grandes villes du Québec, allez sur Altitude Sport, équipez-vous et utilisez le code promo UPICA pour 20% de rabais sur votre première commande ou jusqu'à 20% de rabais sur votre première commande. Et les détails sont dans la description du podcast. Une production du Studio SF. Bienvenue au podcast UPICA, le podcast pour les geeks de sport où est-ce qu'on geek sur le sport avec d'autres geeks de sport. Cette semaine, c'est un plaisir de recevoir à nouveau Annabelle Gay, qu'on avait reçue v'là un petit peu plus d'un an, qui nous avait parlé de la grande traversée. Mais là, Annabelle revient ici, cette fois-ci en tant que, oui, encore aventurière, parce qu'on discute un petit peu de son ascension récente du Mont-Blanc, mais surtout en tant que doctorante en psychologie. Elle s'intéresse particulièrement au discours interne et comment ça s'applique dans la performance sportive. Donc, c'est pile poil on target pour les sujets du UPICA Podcast et on n'avait jamais encore parlé de ça. C'est fascinant. L'impact du discours interne, Annabelle nous explique comment concrètement ça se transfère en performance et comment faire pour améliorer son discours interne, comment faire pour l'entraîner et prévoir tous les scénarios possibles durant la course pour tout de suite être capable d'utiliser notre discours interne à notre avantage. C'est une conversation fascinante. Honnêtement, moi, j'ai appris énormément et, dès demain, je vais appliquer ça à l'entraînement. Pour vrai, j'ai eu plusieurs épiphanies dans ce podcast-là. Beaucoup de choses qui vont changer dans ma façon d'aborder le sport d'endurance. C'est un des podcasts qui m'a honnêtement le plus appris de l'histoire du podcast du UPICA. Fait que j'espère que ça va faire la même chose pour vous. That's it. Sinon, évidemment, le podcast est présenté par UPICA. C'est votre place, votre boutique, votre compagnie pour tout ce qui est besoin de nutrition pour les sports d'endurance. Allez au upica.ca pour voir toute notre gamme de produits, toutes nos gammes de produits et utilisez le code promo UPICA Podcast pour 10% sur votre commande. Sans plus attendre, bon podcast avec Annabelle Gay. Fait que
La dernière fois qu'on s'est parlé, Oui. on avait parlé de la Grande Traversée. Et moi, j'avais eu tellement de bons commentaires par rapport à ton passage. Là. C'était super cool. Puis j'avais adoré te rencontrer. Là. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Tant de choses. Tant de choses, hein? Parce que là, ça fait combien de temps? Ça fait, j'ai envie de 2 ans, genre? Ouais, que la Grande Traversée finit 2 ans. Ça fait 1 an presque que je suis passée au podcast, je pense. Ouais. Puis depuis, mon Dieu, il s'est passé tellement de choses. J'ai continué l'entraînement. Je m'étais mis à la course en trail. J'ai continué de faire partie. Oui, c'est vrai. Tu avais participé à une couple de courses. Est-ce que je me trompe de dire l'UTHC 40? Non, le 20. OK, parfait. Ouais, okay. Puis, mais ça avait été... j'étais avec l'équipe de Terre d'Aventure. Ça avait été chouette. J'avais fait plein de rencontres là-bas. C'est un cool groupe, ça. Oh mon Dieu, vraiment. Ils sont super trippants. Puis après ça, je me suis mis à m'intéresser à l'altitude, aux hautes montagnes. J'avais déjà fait des treks. Qu'est-ce qui t'a intéressé dans ça? Ben, il y a des années, moi, j'étais partie au Pérou faire un trek en altitude. Puis Pérou, c'est haut, là. Ben raide. Oh mon Dieu. C'est souvent la porte d'entrée vers l'altitude. Hein? Ben vraiment. Puis tu vois, je m'étais dit, c'est sûr qu'à un moment donné, je vais retourner. Puis dans mon parcours au doctorat en psycho, à un moment donné, ben, en fait, j'allais à Nice faire une présentation de résultats de recherche dans un congrès. Puis je me suis mis à regarder les montagnes autour. Puis là, je suis tombée sur le Mont Blanc. Puis c'était comme clair que c'est ça que j'allais essayer, de faire l'ascension, dans le fond, de cette montagne. Est-ce que c'était de le coordonner avec le congrès? C'était ça l'idée, là? Je me disais, tant qu'à aller en France présenter les résultats, je sais qu'il y a des montagnes. Monter le Mont Blanc. Exact. Puis j'avais mon amie Emma qui était dans le coin en même temps. Puis là, je me suis mis à regarder tout. Tu sais, c'est quand même une logistique importante, là, regarder tout ça, trouver les bons guides. Tu sais, on est au Québec, mais il faut vraiment, bien sûr, quelqu'un de là-bas. Je me suis mis à regarder toutes les possibilités. Puis là, il n'y avait plus de place au refuge par la voie normale où bien du monde monte par là. Puis on m'a proposé la voie des Trois-Monts. Puis honnêtement, de façon bien insouciante, j'ai dit oui, sans trop savoir ce qui m'attendait. Fait que c'est quoi la voie des Trois-Monts? Puis, tu sais, premièrement, le Mont Blanc, les gens qui l'écoutent, probablement qu'on en a déjà parlé dans le podcast, mais surtout pour le trail qui fait le tour. C'est surtout la raison qu'on parle du Mont Blanc habituellement sur ce podcast-là. Mais l'ascension du Mont Blanc, on en a sûrement déjà parlé aussi, avec Emma, sûrement, j'imagine. Donc, c'est quoi la différence entre la montée normale puis les trois monts? Oui, la voie des Trois-Monts. Dans le fond, la voie normale, c'est une voie que il y a des refuges, évidemment. Fait que tu dors dans un refuge, il y en a qui font le sommet de push, ils reviennent au refuge, ils reviennent. C'est une voie qui est super technique et difficile, mais la voie des Trois-Monts, c'est vraiment, tu fais 3 ascensions dans le fond. Fait qu'il y a le mont du Tacul, le mont Maudit qui porte très bien son nom, et tu finis par le Mont Blanc. Fait que c'est vraiment du up and down finalement en sommet de push. Fait que ça fait que t'es pas dans une longue ascension, c'est vraiment du dénivelé, tu montes, tu descends. Ce qui, au départ, je me disais, c'est parfait, c'est un défi de plus, mais finalement, en altitude, tu le sens vraiment. T'arrives au sommet du premier mont, tu te dis, c'est super, tu sais qu'il en reste 2. Fait qu'il y a quelque chose avec ce que ça te fait cognitivement aussi de voir cette espèce de montée-là qui finit plus de finir, finalement. Puis est-ce que, tu sais, de la voie traditionnelle, tu as le push vers le sommet du Mont Blanc, puis tu peux redescendre, mais ce chemin-là, il se fait en combien de temps? Ça dépend vraiment des gens. Tu sais, je pense qu'il y a une gang qui l'a fait quelques jours avant moi par la voie normale, puis je pense que c'était un 13-14 heures. Par la voie normale? Oui, par la voie normale. Puis par la voie des Trois-Monts? Les Trois-Monts, moi, ça m'a pris 15h30. OK, fait que c'est un one-shot deal aussi. On peut ne pas le faire en one-shot deal. Moi, c'était l'objectif que je m'étais donné, de dormir dans un refuge qui était proche de l'Aiguille du Midi. Puis après ça, fait que t'es quand même déjà haute. Oui, exactement. Ouais. Puis après ça, c'était de partir concrètement pour la montée à 1h du matin en mode... on le laissait parce que mon guide, il était bien heureux de m'amener, mais on savait vraiment pas comment ça allait se passer. Là, fait que ça a été vraiment beaucoup d'adaptation, cette montée-là. En termes de statistiques, mettons, cette appelons ça ascension, dans le fond. Là, quand même. J'allais dire hike, mais comme pas pantoute. Là. Non, je pense qu'on est dans l'ascension. Fait que tu pars à combien de mètres? Puis après ça, c'est combien de mètres de dénivelé plus et moins et de kilomètres de marche, mettons? Là? J'avais pas parti mon Strava. Oh non! Oh non! Vraiment, quelle erreur! Quelle erreur! Fait que c'est dur pour moi de te dire concrètement exactement. On parle d'environ 3000 mètres de D+. OK. C'est des moins aussi, dans le fond. Ouais, exactement. Puis, le premier mont, il est, je pense, à 4002.
Après ça, on monte à 4004, puis le dernier 4008 ou 4009 pour le Mont Blanc. Ouais. Mais c'est des montées super techniques. Puis c'est ça qui rend cette voie-là vraiment plus difficile. Tu sais, moi, manier un piolet, c'était pas dans mes forces. Ouais. J'ai vraiment appris à manier un piolet parce que le piolet, c'est exactement ce qui permet. De petite... Le pic. Le pic, ouais. Puis c'est des montées ultra escarpées. Dans l'altitude, tu sais, c'est ultra difficile. Là, fait que je me souviens que mon guide me disait, là, tu sais, t'es attaché en cordée dans ces montées-là. Puis regarde où tu mets les pieds parce qu'il y a des crevasses partout, des séracs aussi qui menacent de tomber. Là. C'est comme des gros blocs de glace qui... Praise the Lord pour qu'il tombe pas pendant que tu passes. Ouais. Puis à ce moment-là, tu peux pas t'arrêter. Fait que c'est comme, on continue, puis il y a pas de pause possible. Fait que la technicité de la montée fait la différence de la montée des 3 mois. Puis est-ce que tu sais, parce que ces montées-là, si c'est escarpé comme ça, les descentes, c'est un calvaire aussi, là. Moi, je savais qu'arriver en haut, ça m'a pris, je pense, 7h30 la montée, le sommet de push de l'Aiguille du Midi. Ben, du refuge près de l'Aiguille du Midi. Je me disais, j'en ai 50% de fait. Puis c'est tellement ça parce que pour l'effort que ça demande, la descente, je pense que ça a été pratiquement plus difficile. C'est ça, hein? Parce que, tu sais, tu mets chaque pas, puis il faut vraiment que tu fasses attention. Il faut que tu marches un peu en canard quand tu es en alpinisme parce que sinon, tes crampons, tu t'accroches là, le côté des pieds. Puis chaque pas que tu fais, tu sais, il fallait que je fasse attention de ne pas le mettre trop proche de la pente parce que tu tombes pratiquement. Là. Ouais. Puis ça demande une concentration que tu n'as plus là, après 12 heures à marcher en altitude comme ça. Là. Puis pendant que tu fais ça, Ouais. est-ce que tu te dis « Ah, c'est nice l'alpinisme? » On parlait avant le fun de type 2. Ouais, c'est ça, hein? Moi, j'ai été tellement épuisée. J'ai eu vraiment de la difficulté à m'alimenter pendant cette ascension-là. Moi, j'ai mal au cœur super rapidement quand je mange à l'effort. Fait que je sais que j'ai pas assez mangé, je sais que j'ai pas assez bu d'eau. En altitude aussi, des fois, t'es à pas... oui, mais t'es aussi pas habitué de ton système digestif. Tu digères pas de la même façon. Là. Non, c'est ça. Fait que ça a été vraiment difficile de m'acclimater à ça. Puis ton corps, t'es comme dans une autre dimension en altitude. Vraiment. C'est spécial. Essayer de comprendre. Puis tu peux pas te préparer tant que ça, surtout pas au Québec. Là. Non, faut quand même qu'il t'achète un genre de truc pour dormir dedans, là, une genre de tente. Soit une tente au complet où il y a comme une affaire qui se vend. Moi, dans ma maladie mentale de comme la science du sport, là, j'ai vérifié parce que j'étais là. C'est quoi, mettons, comment aller chercher des adaptations en altitude sans y aller? Puis il y a une genre d'espèce d'affaire que tu te mets sur le chest, genre. Puis ça fait que ça te pogne ici. Puis là, c'est genre un gros tube puis une machine dans ton lit. Puis là, je regardais, puis c'est quand même, tu sais, c'est fucking cher, là, c'est pogner ça. Puis là, j'ai envoyé ça à ma blonde, j'étais comme, mettons, si j'ai ça à côté de toi, la machine, ça fait un bruit à quel point de tu mets cauchemar. C'est comme, non, on dormira pas ensemble. Un petit trip au Pérou. Ouais, c'est ça. Non, mais fait que non, tu peux pas t'habituer, tu sais. Non, ben c'est ça. Puis tu sais, en même temps, je pense que c'était aussi le thrill d'aller voir comment je réagis à cet environnement-là, puis comment mon corps, mais comment ma tête aussi réagit à ça. Tu sais, il y a des moments concrets dans la descente, surtout. Je me souviens, à un moment donné, moi, j'étais toute seule avec mon guide, mais il y a un autre groupe qui montait en même temps que nous autres. Puis un des guides nous crie à un moment donné « Rocks, rocks! » Puis moi, je me dis, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Ça te prend par surprise. Puis on se colle rapidement à la paroi, puis il y a une grosse avalanche de roches à côté de nous. Puis après ça, mon guide, il me regarde dans les yeux, puis je le sais que c'est comme, tu sais, l'Annabelle, moi, j'avance, j'arrête pas, mais j'avance doucement. Mais là, il m'a dit, là c'était comme une descente en diagonale, finalement. Il me dit, là, on avance, puis quand je te dis go, là, on y va. Ça part. Ouais. Fait que là, moi, je suis comme, OK, tu sais, mais ça fait 13 heures, là, tu sais, qu'on est en train. Fait que je suis à bout physiquement. Ouais. Là, on se met à avancer, puis j'avance plus vite, puis à un moment donné, mon pied, je glisse sur le côté, puis je me mets à débouler dans cette espèce de pente-là. Je perds mes piolets. T'es-tu attaché? Hein? Ouais. Puis moi, je savais, il m'avait dit, à tout moment, tu sais, quand t'es dans une descente ou même en alpinisme en général, tu veux jamais prendre de vitesse. C'est ça qui est le danger. Tu sais pas s'il y a une crevasse puis que tu peux tomber dedans. Il m'avait dit, si jamais il arrive quelque chose, tu essaies de prendre tes crampons pour t'arrêter. T'sais. Fait que c'est ça que j'ai essayé de faire. Puis à un moment donné, je me suis arrêtée, mais je savais que les roches, là, l'avalanche, c'était... Fait que tu sais, c'est tous des moments où ça te demande là, tout ton corps, mais ton cerveau aussi, pour dire, dans des moments extrêmes, d'imprévus de même, t'as pas le temps de réaction. Qu'est-ce que tu fais? Puis c'est là où je me suis intéressée encore plus à toute l'histoire du discours interne de ce qu'on a dans notre tête. Ouais. Dans des aventures, mais dans le sport en général. Là. On va reparler de ça tout de suite après, là, mais en plus, j'imagine que quand
tu manques d'oxygène, il en manque au cerveau aussi, là. Fait que tes décisions sont-tu comme, t'es-tu capable d'être lucide quand même? Mais tu sais, il faut dire qu'après, moi, tu sais, j'étais le maximum, c'était proche de 5000 mètres. Ouais. L'altitude, t'as ressens, mais tu sais, on n'est pas à un 6-7000, là. Ouais. Fait que, oui, t'es comme dans. Moi, en fait, je pense que c'est pour être déjà allé à, tu sais, ça, comme je te disais avant qu'on tourne, en 4002, tu sais, fallait pas que je me pose des questions de mathématiques, là. Non. Ouais. Oh non. Non, puis c'est là l'importance d'avoir les guides. Ouais. Parce que, tu sais, moi, la seule affaire que j'avais à faire, là, c'était marcher, avancer doucement, monter, contrôler ma respiration, puis ce que je me disais dans ma tête. Puis lui, je le suivais. C'est lui qui me disait, là, il y a une crevasse, là, dans 5 mètres, puis on passe, puis je vais te montrer comment la sauter, puis c'est de même que ça se passe. Puis c'est pas moi qui réfléchis à, attention, là, il faut avancer plus vite. Il y a un sérac, il y a whatever. Ouais. Fait que moi, j'avais pas à me poser de questions, puis une chance. Une chance. Puis j'imagine que le guide, lui, il fait ça souvent. Ouais. Puis une chance que ces gens-là, c'est eux qui nous permettent de rêver à des projets de même. Puis eux autres sont habitués de faire ça, mais ça représente toujours un risque. Puis c'est ça qu'il me disait, tu sais, à chaque fois qu'il part avec un client, peu importe, quelqu'un qui veut faire des aventures comme ça, ils mettent aussi leur vie en danger. Mm-hmm. Fait que on est deux là, dans cette cordée-là, vraiment. Ouais. Fait qu'après ça, quand tu te rends en haut, mettons, Ouais. sais-tu, il faisait combien à peu près? J'ai été vraiment chanceuse. Il y a eu une grosse tempête, puis moi, il a fait super beau les journées où j'étais. Fait que rendu en haut, il faisait chaud. Ah ouais? Ouais. Mais t'es quand même habillé, là, chaudement. Oui, je suis habillée en hiver, là. Mais je veux dire, comparé à... J'ai un groupe d'amis qui l'ont fait quelques jours avant, il faisait, je pense, moins 15 au sommet. Ouais. Tu le sens avec le vent. Tu sais, moi, on était au moins ça. 5, là. Ok, fait qu'on ouais. est bien, là. Ouais. Ben, bien. Mieux. Dans les circonstances. Ouais. Fait que t'as-tu réussi à comme en profiter un petit peu? Rendu en haut, c'est comme un sentiment d'extase, là, de comme, mon Dieu, est-ce que je suis ici? Puis là, le guide qui me dit, tu sais, Annabelle, il m'avait dit, tu sais, j'ai rarement vu ça, quelqu'un qui a autant peu d'expérience, qu'on arrive à monter jusqu'en haut. Puis moi, je savais que ma force, c'était dans ma tête. C'était pas. Fait que, tu sais, t'as cette espèce de bouffée-là de oh my God. Puis en même temps, moi, je savais que, hey, faut descendre. Faut que tu y retournes, ouais. Puis, tu sais, dans la montée, il faisait noir. On est parti à 1h du matin. Fait que moi, je voyais rien à part le petit rond de ma frontale, puis le vent, la neige, tu sais. T'es juste en mode, t'es dans un flow constant. Un pas à la fois. Puis là, je me disais, hey, là, faut que je descende ça, il va faire clair, je vais voir les espèces de murs. Puis, tu sais, des fois, je descendais en rappel, là. Fait que je t'attachais après mon guide. Puis, trust the process parce que. Descente en rappel à ce point-là. Oui, puis c'est à ce moment-là qu'il y a eu l'avalanche dont je te parle de roches. On venait de descendre en rappel, puis on s'est collé à la paroi, puis les roches sont tombées. Ouais. Puis c'est à ce moment-là que je me dis, tu sais, tu le sais pas, là, t'es un petit point là, dans toute cette espèce de la grande nature qui t'entoure. Là. C'est énorme, jamais, là, ouais. Puis est-ce qu'il y a du rappel de l'autre côté? Je l'ai pas fait, je pourrais pas me prononcer, mais à ma connaissance, non. Mm-hmm. Mais je sais qu'il y a une voie super dangereuse où il faut que tu traverses avant telle heure du jour parce que sinon, il y a des avalanches puis tout ça, mais je sais pas pour le rappel. OK. Ouais. Quand même, puis là, t'arrives en bas après combien de temps? 15h30. 15h30? Ouais. Puis la descente a pris combien de temps là-dedans? Ça m'a pris 7h30 monter, fait que ça a été plus long descendre. OK. Ah ouais, c'est ça. Hein? Mais à un moment donné, il y a aussi la fatigue cumulée. Ouais. Tu sais, à la fin, là, je me souviens très bien, je remontais vers l'aiguille du Midi parce qu'on est parti d'un refuge, on fait le sommet de push, on redescend, puis on passe le refuge pour monter jusqu'à l'aiguille du Midi, les téléphériques pour nous ramener en bas. Puis à ce moment-là, il y a comme une montée qui finit plus de finir. Là. Puis je pense que j'ai jamais été autant épuisée de ma vie. Ah ouais. Dépasser là, la grande traversée, vraiment. Ouais. Où je me disais, il fallait que je compte concrètement les pas que je faisais. De 1 jusqu'à 20. Je recommençais à 1. Parce que je te dis, mon corps, là, épuisé. Fait que, tu sais, il y a le cumul de toutes ces 3 montées-là, finalement, qui font que j'étais complètement à bout. Ouais. Vraiment. Puis t'avais pas réussi à manger mieux qu'au début? Non. Les petites mangues séchées. C'est sûr que ça aide pas, là. Snacks, mais déshydratée, j'ai jamais été déshydratée de même. Ouais, parce que tu limites ta quantité d'eau que tu traînes. Tu limites, ouais, parce que c'est lourd, puis parce que à un moment donné, tu peux pas amener des bouteilles et des bouteilles. C'est ça. Puis tu peux pas non plus. À la fin, je te disais, je voyais la neige, je me disais, tu sais, je peux-tu genre en manger, je vais-tu être malade? C'était comme. Une soif de vampire, là, quasiment. Oh mon Dieu, je suis arrivée en bas, puis il fallait que je me contrôle, tu sais. Ce qui est pas tout à fait normal, mais bon. Puis comment tu récupères de ça après? Ton corps, il est dans une espèce. Il doit être fucked up, là. Mais moi, j'ai jamais fait, tu sais, de 160 ou de 125 à la course, mais. Mais c'est une durée qui ressemble à ça. Exactement. Ouais. Puis j'imagine que ça doit se ressembler, tu sais. J'essayais de dormir, oublie ça, ton corps, il est comme. T'avais-tu mettons,
physiquement, Ouais. les chevilles, les genoux, comme t'avais-tu les articulations musculairement, les muscles, les quads? Sur le coup, honnêtement, je pense que c'est 2 jours après que là, je sentais mon corps. Tu sais, tu viens, il y a la peau aussi, tu sais. J'avais les lèvres tout craquées. C'est comme l'altitude qui te rend tout dans un drôle de feeling, bref. Puis ton corps, Tu vois des photos des fois de comme réalise. avant-après, là, Oui. des ascensions, puis la personne a l'air d'avoir pris 40 ans. Exactement. Genre la peau tout craquée, tout gonflée. Mais ton corps, je pense qu'il réalise après coup ce que tu viens de faire, là, tu sais. Puis l'altitude aussi, ça prend quelques jours te remettre de tout ça. Moi, en tout cas, ça m'a pris quelques jours. Mais la nuit même, j'ai pas dormi. J'étais sur l'espèce de high encore. Je me réveille la nuit, j'ai soif, j'ai chaud, je suis pas bien. Où est-ce que je suis? Tu sais, c'est bizarre. Ouais. T'as-tu des spasmes? Non. Moi, c'est ça qui m'arrive quand je fais des vrai? longs efforts là, dans la T'es nuit. Là, comme- genre, des fois, je donne des Charlie Horse, genre des coups de genoux à ma blonde qui dort. Là. C'est moins fun pour l'autre à Hey, côté. sorry. J'ai été cette personne qui reçoit les Ouais. coups, mais pas ceux qui l'ont. Ouais, les bons vieux Charlie Horse. Ouais, puis après, au niveau, mettons, énergétique, puis Ouais. ça a-tu été long, genre, à dormir après ça, une fois que tu réussis à dormir? là? Ouais. Ben, ça, honnêtement, quand ton corps reprend, après, je pense que c'est la tête qui réalise un peu ce que tu as fait, dans quoi tu t'es lancé, d'un peu ressentir ce que tu viens de vivre. Je pense Ouais. que ça, c'est un autre game. J'ai eu la chance d'avoir Emma qui était en même temps, qui venait de finir son ascension. Ouais. Fait qu'on a été beaucoup ensemble. C'est ça, vous avez pas monté ensemble, mais vous étiez là en même temps. Là, Ouais, c'est ça. Fait que ça aussi, pour, je pense, reprendre un peu le feeling de la vie normale est important. Puis, tu sais, moi, quelques jours après, je m'envolais vers Nice présenter mes résultats. Ouais, Un clash de la mort. ouais j'imagine. Vraiment. J'imagine. Vraiment, ouais. Cool. Puis là, ça t'a amené à réfléchir au dialogue interne qu'on Ouais. a. Ouais, au discours Peux-tu- interne. ouais, explique-moi un petit peu là, le raisonnement, puis après ça, comment ça s'est Ouais. articulé dans ta recherche. Ben en fait, ça a vraiment parti de la grande traversée. Ouais. Du moment où j'ai été rapatriée par la garde côtière, on en avait Ouais, parlé, ouais. où j'ai chaviré dans le bateau, où j'ai passé proche de mourir en mer. C'est comme si après, j'ai réalisé tout ce qui s'était passé cognitivement dans ma tête pendant cette aventure-là. Il s'est passé le Mont Blanc où concrètement, je m'étais donné différentes tactiques, différentes techniques pour me dire, tu sais, j'avais jamais fait ça de l'alpinisme. Ouais. Fait que c'était comme, bon, quand ça va se passer vraiment de façon terrible, qu'est-ce que je vais faire puis qu'est-ce que je vais me dire. Puis en revenant du Mont Blanc, c'est comme si En le cette sachant, stratégie-là... excuse-moi, Ouais. juste en le sachant que ça allait arriver. Oui, Fait qu'en se disant, tu sais, mettons, ce que j'ai vécu quand j'ai failli mourir Ouais. en versant, il y a des bonnes chances que ça arrive. pas proche de la mort, je le souhaitais pas, mais en me disant, c'est sûr que ce feeling-là de stratégie d'adaptation qui te demande tellement cognitivement, ça va réarriver. Ouais. C'était sûr. Au Mont Blanc ou dans des entraînements, puis après la Grande Traversée, je me suis beaucoup intéressée à ça. Mais suite au Mont Blanc, c'est comme s'il y a une porte des possibles encore plus. Puis là, je me suis plongée concrètement dans qu'est-ce que la littérature dit à ce sujet-là, qu'est-ce que la science dit, comment ça impacte la performance. Parce que, tu sais, on a tendance à s'entraîner physiquement, tu sais, tellement fort, techniquement aussi. Puis je pense qu'on oublie, ou en tout cas, on passe peut-être à côté d'un élément essentiel qui est psychologiquement, qu'est-ce qu'on fait dans la performance. Mhm. Comment entraîner ça? Ouais. OK. Vraiment. Tu sais, le discours interne, on entend beaucoup parler. En anglais, on dit le self-talk. Tu sais, Ouais. on en parle beaucoup dans la littérature de c'est quoi concrètement cette espèce de processus cognitif-là de se parler à soi-même. C'est bizarre, là, tu sais. Puis ça peut être volontaire, involontaire aussi. Tu sais, ça t'est sûrement déjà arrivé de. Tu t'en rends pas compte, puis tu te dis dans ta tête, hey, sérieux, c'était pas fort. Ou, tu sais. Mais c'est d'attraper au vol ces pensées-là, tenter de les modifier, puis d'aller voir concrètement comment ça influence, tu sais. Ben là, dans le sport ou même dans la vie en général, notre Ouais. quotidien. Ouais. Parce que les pensées intérieures puis le discours interne, c'est quelque chose qui est. Tout le monde a expérimenté, je pense, dans le sport d'endurance. En tout cas, Ouais. là, on parle, tu sais, quand même à un auditoire Tout à fait. de gens Ouais. qui font des sports d'endurance ou des activités d'endurance, mettons. Puis moi, l'exemple concret que j'ai, le plus frappant dans ce qui m'est arrivé dernièrement, c'était au marathon d'Ottawa, où est-ce que après 17 km, je venais juste de croiser ma blonde, puis je venais de changer ma bouteille. Puis là, j'étais en train de réaliser que j'étais parti trop vite. Genre, je venais de réaliser Ouais. ça. Puis je savais que, ben, de un, les objectifs que je m'étais fixés en termes de temps étaient plus sur la table. Ouais. Puis tu sais, je veux dire, 17 kilos, il est tôt dans la course. C'est clair. Il est tôt dans un Ouais. 42 kilos pour que ces pensées intrusives-là Ouais, commencent t'es pas à à moitié. arriver, c'est Ouais. ça. Fait que là, je savais que j'étais parti trop vite.
par mon ressenti physique, sauf qu'en même temps, j'étais parti au pace que je voulais faire. Fait que genre, je savais que j'étais dans le marde, tu sais. Fait que là, au kilomètre 17, ces pensées-là ont commencé à frapper. Puis là, après ça, on a fait une loupe, peu importe, c'est pas très important, mais dans les ambassades. Puis on traverse le 21.1. Puis là, je vois que je suis encore une fois sur mon pace, mais que c'est pas du tout soutenable. Puis quand on arrive au kilomètre 24, où est-ce que je recroise ma blonde, puis on repasse à côté du départ, puis le départ qui est aussi l'arrivée, fait que c'est là qu'il y a mon sac. Fait que moi, je sais que si j'arrête pas là, je suis rendu à 10 km, il va falloir que j'appelle un taxi ou ma blonde pour venir me chercher. Puis là, à ce moment-là, la pensée que j'ai, c'est arrête. Arrête. Je commence à ralentir ma foulée. Tu sais, comme quand tu finis un jog pour commencer à marcher. Je fais un pas de marche. Puis là, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je sais pas pourquoi. Mais le arrête s'est transformé en il n'y a aucune chance que tu arrêtes. Fait que j'ai fait un pas de marche. Puis j'ai recommencé à courir. Après ça, c'est plus jamais revenu parce que c'était comme plus une option que je m'étais laissée. Genre. Fait que je te lance ça de même. Mon Dieu, j'en ai tellement à dire. Ben oui, vas-y. Mais, tu sais, en psychologie, on sait que le cerveau va capter davantage et est attiré par les émotions négatives rapidement. Puis, tu sais, c'est facile là, dans la vie de tous les jours. Ce qu'on se rappelle, on le sait. Le discours interne, la première étape, c'est d'essayer de voir c'est quoi qui traverse nos pensées. Puis là, avec la rétrospective, on est capable de le dire. T'es capable de le dire. Je me disais, arrête. Mais pendant... Le défi, c'est de les voir puis de les transformer, un peu comme tu as fait. Ça demande un effort conscient, tu sais. Mais sachant que notre cerveau, il est attiré vers ces émotions-là plus négatives, fait que arrête, tu vas focusser juste là-dessus. Puis, tu sais, la métaphore que j'utilise des fois, c'est comme si notre cerveau, c'était comme un gros bocal, OK? Puis que nos pensées, c'est comme des roches. Tu déposes des roches dans ton bocal. Puis à un moment donné, tu peux pas en mettre plus que le bocal. Si tu décides de placer lesquels tu mets dans ce bocal-là, puis comment tu les mets, c'est là où concrètement, ça va influencer ta performance. Plutôt que de se dire dans une course de vélo, je sens plus mes muscles, je suis à bout de fini, de se dire mes muscles m'amènent vers la ligne d'arrivée. Mes muscles travaillent vers la ligne d'arrivée. Puis c'est dur de faire ça parce que inconsciemment, ça s'appelle le discours interne organique, on se dit on le voit pas passer là, c'est comme je suis donc bien pas, je suis partie trop vite versus je suis partie trop vite, je ralentis, ça va me permettre d'arriver plus rapidement à la ligne d'arrivée. C'est dur de faire ça, mais c'est un peu, ou en tout cas, je sens ce que tu as essayé de faire dans l'idée de ralentir puis de venir modifier, puis c'est tough de faire ça. Mais sachant qu'il y a une limite à toutes les roches qu'on peut mettre là-dedans, c'est des maths. Là. Statistiquement, t'en mets le plus de positifs possible pour que ceux sur lesquels tu focuses, les négatifs, il y en ait le moins possible. C'est vraiment intéressant fait qu'essentiellement de prendre conscience de tes pensées. Pendant que tu les as. Puis il y a plusieurs types de pensées qu'on peut avoir. Tu sais, il peut y avoir ceux de type motivationnel. Là. Let's go, t'es capable. Vas-y, je pousse. Il peut y en avoir d'autres qui sont plus... Ils sont moins fréquentes, eux autres, on dirait. En tout cas, dans ma propre expérience. Ma propre expérience, c'est rare que j'ai l'idée de genre... man, t'es en feu, t'es en train de tuer ça, genre. C'est bizarre quand même que ces pensées-là, je les ai pas... Alors que ça m'arrive d'être en feu puis de tuer ça pour vrai, là. Mais, tu vois, je pense que c'est... Il y a différentes personnes puis il y a différents types de discours de self-talk qui marchent plus que pour d'autres, tu sais. Fait qu'il y a cette idée-là de motivation, il y a l'idée plus cognitive au niveau technique. OK, allonge ton bras, par exemple, en nage. Je sais bien pas ce que vous pouvez vous dire. De quoi de même. Par exemple, tu sais, OK, ton bras, là, OK, respiration 1, 2, 3. Tu sais, ça peut être plus technique. Il y en a que ça peut être justement plus lié à la performance, tu sais, au niveau tactique. Il me reste 500 mètres. OK, il faut que j'y aille, tu sais, il faut que je pousse. Puis ce qui a été démontré dans la littérature, c'est qu'il y a différents types de discours qui marchent mieux. Par exemple, les efforts d'endurance long terme, là, le motivationnel, ça marche super bien. Fait que tu te dis, t'as pas tendance à faire ça, mais si tu essayais là, de venir en implanter dans tes trainings, concrètement, ça a une différence. C'est quoi un exemple, mettons, de discours motivationnel que tu peux avoir? Ah, mon Dieu, il y en a tant. Il peut avoir un discours plus positif ou négatif. Fait que de se dire... je sais pas moi, à vélo, là, justement, t'arrives proche de la ligne d'arrivée, de se dire, OK, tu sais, let's go, je pousse, il me reste 500 mètres. Versus un plus négatif qui peut marcher aussi, mais de dire, je vais pas lâcher, j'ai déjà fait ça. C'est pas vrai qu'à 500 mètres de la ligne d'arrivée, je m'effondre ici. Fait qu'il y en a un qui peut être plus positif, un plus négatif ou un neutre.
De dire, par exemple, je te parlais du Mont Blanc, de compter. Ça, c'en est un. Ouais. Puis concrètement, c'est cette idée-là de venir neutraliser un peu le discours de OK, 1, 2, 3, tu recommences. Ça vient calmer vraiment ton corps. Puis ça, j'ai été vraiment surprise. Il y a une étude récente, là, en 2025, qui a été faite qui montre que ça influence le rythme cardiaque. Donc, ce que tu vas te dire concrètement va soit augmenter tes pulsations ou les diminuer. Fait que dans tes efforts, par exemple, une course entre elles où tu sais que tu es complètement à bout, d'utiliser un discours motivationnel. Fait que, ah ouais, let's go. Tu sais, il y a une côte, là, pousse, puis ça va amener à aller chercher plus d'énergie, augmenter ton rythme cardiaque, fait que te donner un push. Mm-hmm. Même chose pour le discours plus négatif. Puis le neutre, au contraire, ça le diminue, ce rythme-là. Fait que, par exemple, je sais pas dans quelles circonstances... t'es complètement... tu sais, par exemple, tu pars trop vite, là, puis là, t'es comme super au bout, là, finalement. Ta respiration est super rapide, importante. De se dire, OK, je compte les personnes qui sont devant moi. OK, je compte les arbres que je traverse. Ça vient diminuer le rythme. Puis j'imagine aussi qu'il y a vraiment un aspect de rester dans le moment présent. Ouais. Parce que souvent, de ce que moi j'ai observé de ma propre pratique, c'est c'est la projection qui te limite. Dans le sens où, dans le moment présent, tu es encore capable de tenir ton pace, par exemple. Tu es encore capable d'avancer ou de courir, mettons, dans un ultra. Là. Tu te dis, je suis encore capable de courir si tu te concentres juste sur les pas. Mais si tu te dis, ben là, peut-être que je suis encore capable de courir quelques mètres, mais il me reste 60 kilos. Tellement. Il n'y a aucune chance que tu cours parce que automatiquement, le cerveau s'en va dans... Si j'ai de la misère maintenant, il reste 60 kilos. Fait que c'est sûr que compter tes pas, des affaires comme ça. Ça te ramène concrètement dans le moment, tu sais. Ouais. Puis il y a plein de façons de le faire. Puis après, ce qu'on sait en psycho, c'est comment l'humain est complexe. Fait qu'il n'y a pas une recette magique qu'on peut appliquer à chaque athlète ou à chaque personne de dire, ben c'est comme ça que toi, ça va fonctionner. Mais les stratégies concrètes comme se ramener justement dans le moment présent ou d'utiliser l'idée des pensées le plus positives possible pendant que tu fais de les modifier, on sait concrètement si ça influence la performance. Ouais. Comment, est-ce qu'on sait, mettons, y a-tu des tests concrets qui ont été faits sur à quel point ça améliore la performance? Ouais, il y a une étude qui a été faite avec une gang de cyclistes. Fait qu'il y avait un groupe expérimental, un groupe contrôle. Fait qu'on leur demandait aller à puissance maximale. Fait qu'on fait un test, aller jusqu'où vous pouvez. Pendant combien de temps aussi? Le plus que vous pouvez. Okay. Fait que c'est comme le push le plus long que tu peux, puis on calcule les secondes. Donc, ils ont calculé ça avec les deux groupes avant. Puis après ça, il y a 2 semaines qui se sont écoulées. Pendant ces 2 semaines-là, il y a un groupe qui faisait leur training normal de bike versus d'autres où ils ont inclus un training de discours interne dans ces 2 semaines-là. Pendant les 2 semaines, c'était quoi concrètement? Il y avait plusieurs entraînements, mais pendant 3 de ces entraînements-là, ils devaient inclure 4 pensées ou 4 self-talk pendant l'entraînement. 2 au milieu de l'entraînement, puis 2 à la fin. Il y avait un reminder qui leur disait... Exactement. Okay. Il y en a que c'était... tu sais, après, il y a une nuance vraiment importante. Là, chaque personne doit choisir bien c'est quoi ses mots-clés. Qu'est-ce qui marche pour toi? Là? Oui, c'est ça. Ouais. Tu sais, c'est drôle, j'écoutais le podcast que tu as fait avec Jay qui disait chef de montagne ou je sais plus quoi. Tu sais, lui, c'était ça son mot-clé. Trouvons le nôtre pour que ça amène un push. Bref. Fait qu'ils avaient trouvé leur propre mot-clé. Il y en avait 2 au milieu puis 2 à la fin de l'effort. Puis ils ont fait ça pendant 2 semaines, fait que 6 fois. 3 fois chaque semaine. Puis après ça, ils ont recalculé le même test. Puissance maximale, le plus de secondes qu'on peut avec le test, le groupe contrôle, le groupe expérimental. Puis c'est 18% de la performance qui a été augmentée avec ça. Ah ouais. Puis moi, ça m'a tellement surpris parce que je me disais... 18%? C'est tellement beaucoup. Puis ça, c'est pendant 2 semaines. C'est plus que n'importe quelle intervention... Crazy. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, on peut avoir l'air de pelleter des nuages, là, le discours interne. C'est pas de se dire je suis beau, je suis bon, je suis capable, puis que chaque jour, tout va bien se passer. Là, c'est pas une baguette magique, mais tu sais, quand je lisais cet article-là, je me suis dit, mon Dieu, tu sais, concrètement, si ça, c'est sur 2 semaines, qu'est-ce que ça fait sur des athlètes qui pratiquent ça tout le temps? Qu'est-ce que ça fait sur une carrière complète? Là? Exactement. Ouais. Puis ça, on n'en entend pas parler, là, tellement pas. C'est la première fois qu'on parle ça sur ce podcast-ci. J'ai plus de 100 épisodes de geeks de sport. Là. Fait que je me dis, c'est fou comment cette idée-là
de la façon dont on se parle va influencer concrètement, en bout de ligne, le nombre de secondes là, qu'ils ont tenu. Ouais. Puis, tu sais, ils sont allés jusqu'à épuisement, ces cyclistes-là. Ce qu'on sait, c'est que l'épuisement, c'est pas juste tes muscles qui sont à bout puis que tu lâches, c'est une décision consciente d'arrêter. Puis, on regardait aussi tout ce qui est lié à la perception de l'effort, que le discours interne venait moduler la perception qu'il y avait de l'effort. Fait que non seulement le résultat au niveau du temps, tu sais, était augmenté, la performance de 18%, mais la perception de l'effort des athlètes était modulée aussi par ça. Mm-hmm. Fait que, sachant que c'est une décision consciente qu'on prend de se dire, là, j'en peux plus, et non juste tes muscles qui arrêtent de fonctionner, on peut repousser ce moment-là où on arrête. Ouais. Ouais, exact. C'est drôle que tu parles de ça parce que j'ai fait un podcast live. Les gens, ils vont l'avoir entendu là, déjà. Il n'est pas encore sorti au moment où nous, on se parle. Avec Charles Castonguay. Puis dans le fond, on prend quels sont les éléments limitants des performances selon la distance de la performance. Fait que, tu sais, mettons, pour un effort de demi-marathon, ben, l'élément qui va limiter, ça va être le lactate, ça va être la fatigue musculaire. Versus un ultra, souvent, c'est la nutrition, mais aussi l'aspect mental. Puis l'aspect mental est un élément limitant quasiment dans tous les facteurs. Parce que même sur un 5 km, souvent, c'est le mental qui flanche. Pour avoir déjà fait un essai de temps sur 5 km, au kilomètre, entre le kilomètre 3 et le kilomètre 4, je me suis mis à couiner, là, ils appellent ça couiner quand tu fais genre... Là, c'était beaucoup. Mes amis avec qui je courais, eux autres, ils me paissaient, puis tu sais, eux autres, ils étaient pas à l'effort max, fait qu'ils me regardaient, ils ralentissaient un petit peu. Puis fait que, dans ma tête, entre le kilomètre 3 et le kilomètre 4, j'allais abandonner. Je me disais, je suis vraiment rendu au bout de moi-même, je peux pas aller plus vite que ça, je peux pas continuer plus longtemps. Puis finalement, parce que j'étais avec du monde, j'ai juste dit, je peux pas, comme... arrêter puis me mettre en boule sur le coin de la piste. Fait que j'ai juste continué avec eux parce que c'était pas une possibilité d'arrêter. Puis comme de fait, le kilomètre 4 à 5, fait que le dernier kilomètre, j'ai fait 5 secondes plus vite que l'autre d'avant que je me disais je suis au bout. Fait que mon corps, il était loin d'être rendu au bout. Mon corps, il était encore capable de continuer, mais c'était vraiment ma tête qui pensait que j'étais done. Tu sais, la meilleure analogie que je peux faire, c'est comme si la perception de l'effort, c'était un signal d'alarme, puis au début, tu sais, tu l'entends pas beaucoup. Puis là, plus tu avances dans ton 5 kilos, plus ça prend de la place, puis c'est fort, c'est fort, c'est fort. Le discours interne où ce qu'on se dit, ça diminue le son, ça met un mute pendant un moment. Tu peux donc endurer le son plus longtemps. Puis le signal d'alarme, quand tu es à bout de fini, il arrive quelques secondes, quelques minutes, selon c'est quoi l'effort, plus loin. Fait que je me dis, tu sais, sachant ça, comment on peut concrètement, dans ton 5 kilos ou dans ton 125, on s'en fout, venir baisser le signal puis focusser sur autre chose. Puis c'est drôle parce que dans mes recherches, ça me faisait penser à la Pain Cave. Puis c'est exactement ça là, qu'elle venait faire, dans le fond. Donc, le concept de Pain Cave, pour ceux qui nous écoutent, qui ne le savent pas, c'était un concept qui existe depuis longtemps, mais qui a été plus théorisé et mis de l'avant par Courtney Dauwalter, qui est probablement la meilleure ultra-traileuse de l'histoire, là, tu sais. Puis elle, dans le fond, ce qu'elle fait, c'est que quand ça commence à être difficile, elle s'imagine dans une genre de grotte à creuser, puis à miner, puis à pelleter, puis à sortir, puis plus elle va dans cette zone-là, ben plus elle creuse loin, puis plus elle découvre un peu sa Pain Cave. Puis ça fait que elle a maintenant hâte de s'y rendre pour continuer à creuser. Mais ça, c'est l'exemple concret de comment on peut venir jouer concrètement avec nos pensées. Cette idée-là de Pain Cave, c'est un mute sur le signal d'alarme. De dire, je suis rendu au bout, j'en peux plus, fait que je vais me rendre dans cette grotte-là, puis je vais faire abstraction, je vais mettre mon focus attentionnel sur autre chose complètement pour pouvoir continuer. Puis pour moi, ça illustre bien comment ce qu'on se dit finalement. Tu sais, il y en a qui utilisent, tu sais, la douleur, moi, je surfe une vague. Tu sais, après, chacun ses analogies qui fonctionnent, là. Mais je pense que cette idée-là, puis ça va un peu avec la visualisation aussi, là, ça nous permet concrètement de pouvoir pousser plus loin. Ouais, vraiment, c'est la peine, parce que tu viens de mettre le doigt sur quelque chose que je n'avais jamais pensé. Faut que tu trouves, dans le fond, c'est quoi ta Pain Cave? Exactement. Puis c'est dur de la trouver, puis c'est pour ça qu'il existe des coachs en performance mentale, des psys, du monde qui peuvent voir, OK, pour des athlètes, que ce soit de la haute performance ou pas, finalement, là, c'est quoi qui va concrètement venir te permettre de switcher, là, puis d'apporter ton focus ailleurs. Puis ça se fait
pendant l'effort, mais tellement en préparation. Ouais. Puis ça, je pense qu'on tend à l'oublier aussi, là, tu sais, il y a une longue préparation pour arriver à être capable de, pendant l'effort, switcher sur ton surf de la douleur, ton pain cave, que ton discours soit quick puis que tu aies un temps de réaction rapide. Ça s'entraîne. Ouais, ben c'était ma question, dans le fond. C'était comment ça s'entraîne? Comment est-ce qu'on entraîne ça? Ce qu'on sait, c'est que c'est possible, concrètement, de venir l'entraîner pour que pendant l'effort, le temps de réaction soit diminué. Puis ce qu'on sait aussi, c'est que... Le temps de réaction, excuse-moi, entre le moment où est-ce que t'es comme t'en as besoin. Exactement, Ouais. c'est ça. Il y a un moment pour le jugement puis un moment pour l'effort, tu sais. Je te donne un exemple. Si pendant ta course ou whatever, c'est à ce moment-là que tu te dis « Ah mon Dieu, je suis partie trop vite, ça n'a pas d'allure, non. OK, ma foulée n'est pas assez, peu importe ce que tu te dis. On sait que le discours interne va absolument rien, ça va pas aider ton effort du tout de penser au niveau technique de ce qui se passe pendant ta course, par exemple. Mais par exemple, d'y penser en entraînement, d'avoir ce discours-là pendant ton entraînement. Avant, ça va influencer le pendant. Je sais pas si ça va influencer. Fait que si, admettons, dis-moi si j'ai bien compris, si en entraînement, quand tu es en train de faire, par exemple, un set de... Comme là, cette semaine, je faisais 6 fois 10 minutes au seuil. Là. Puis que pendant que tu es en train de le faire, tu te dis, OK, cette sensation-là va se reproduire quand je vais être dans le marathon. Donc, le mindset, c'est check, t'es capable, tu surfes la vague, t'es dans le flow, peu importe c'est quoi tu te dis. Ben là, en travaillant ça pendant ton entraînement, tu vas être capable après ça, quand tu vas vivre ce sentiment-là, vivre ces sensations-là, tu vas être capable plus rapidement de le mettre en action. Le but, exactement. Le but, c'est que ça devienne un automatisme. Tu sais, tantôt, on disait c'est dur là, de les voir passer les pensées pendant, mais ça, c'est l'entraînement au préalable. Tu sais. C'est vraiment dans des entraînements concrets de dire, OK, bon, ben aujourd'hui, OK, oui, il faut que je fasse tant au seuil, blablabla, mais de dire, je vais essayer de les voir, ces pensées-là, de voir c'est quoi, premièrement, sont liées à quoi, puis après ça, de les modifier. Puis plus tu le fais pendant ton entraînement, plus après ça, tu peux l'appliquer le pendant. Fait que la préparation en amont est pratiquement plus importante que le pendant, parce que pendant la course ou pendant le moment où il faut que tout que tu donnes, t'as pas le temps de te dire, je vais essayer d'attraper mes pensées au vol de les modifier. C'est ça. Beaucoup de similitudes avec la méditation. Absolument. De comme laisser... prendre conscience des pensées, les voir, puis juste les laisser aller, puis juste en prendre conscience, dans le fond. Oui, puis l'idée de visualisation, je pense qu'un des pièges qu'on fait souvent, c'est de visualiser le moment où je vais traverser la ligne d'arrivée, le moment où je vais arriver en haut du mont Blanc, le moment où je vais arriver à Rame aux îles. C'est super. Moi, ça m'a sauvé la vie là, de me dire ça dans mon bateau. Par contre, si on visualise pas le processus, puis ça, c'est quelque chose qu'on peut faire en préparation, de se dire quelles sont toutes les imprévus qui peuvent arriver et comment je peux y répondre. Puis pour moi, en tout cas, dans toutes mes aventures, c'est la stratégie qu'on peut faire en préparation qui est le plus aidant pour le moment où tu vas faire ton effort. Ils appellent ça le if-then strategy. Fait que c'est de dire... If ça, then je fais ça. Exact. Hey, moi, dans la grande traversée, là, les if avant de partir en bateau, là, si je chavire, si je me cogne la tête, si je tombe en mer, si finalement mon satellite marche plus, PH, une chance que j'avais fait cette liste-là parce que, évidemment, que c'est pas passé exactement comme c'était prévu, mais presque tout est arrivé. Puis ça, ce que ça amène à faire, c'est que ton temps de réaction, t'es plus rapide, t'es plus quick. Puis, tu sais, après, demandons à un athlète ou peu importe qui, c'est quand est-ce que ton plan initial s'est passé exactement comme ce qui s'est passé? Jamais. Et c'est là que le if-then strategy est super pertinent. De faire concrètement avant... peu importe quel effort ou quelle performance, c'est quoi, quels sont les imprévus qui peuvent arriver, puis comment je peux y répondre. Puis ça fait que pendant, c'est fou la différence que ça peut avoir. C'est tellement huge ce que tu viens de dire là. Mais c'est vrai parce que moi, pendant toute ma carrière de natation, la visualisation, c'était quelque chose qu'on faisait beaucoup. Parce que les épreuves de natation... Même si l'entraînement de natation est un sport d'endurance, les épreuves de natation, les plus longues durent 15 minutes. Mais, en fait, la plus longue dure 15 minutes, mais après ça, c'est 4 minutes et moins. Puis moi, je faisais du 23 secondes puis du 50 secondes. Tu sais, fait que ma visualisation, j'étais capable de faire
ma course au complet. Mettons, je te donne un exemple, le 50 mètres d'eau, qui était ma course de prédilection. Tu sais, j'ai eu le record du Québec 11-12 ans, puis j'ai eu le record du Québec 17 ans et plus. Là, tu sais, fait que genre, j'ai fait cette course-là toute ma carrière. C'est ça, ouais. Puis j'ai eu d'autres courses entre-temps qui changeaient, mais celle-là, c'était la constante. Je sais encore maintenant, 10 ans après la fin de ma carrière de natation, exactement combien de battements papillons je faisais sous l'eau lors de ma première coulée. Je sais exactement le nombre de coups de bras que je faisais avant de faire mon virage. Je sais exactement le nombre de battements papillons que je faisais sur mon deuxième virage. Je sais exactement, je sortais à combien de mètres, ma tête sortait à combien de mètres de l'eau, puis combien de coups de bras ça me prenait avant de me lancer vers le mur. Je le sais encore exactement. Ouais. Fait qu'il n'y a rien qui pouvait arriver dans cette course-là qui pouvait me surprendre. Elle était trop comme rodée au quart de tour, mais en sport d'endurance, ou en aventure, ou peu importe quel truc plus long, il y a tellement de choses qui peuvent se passer, tellement de sentiments, d'émotions, de ressentis différents, que si effectivement, puis ça c'est mon cas, tu fais juste t'imaginer ou te visualiser traverser la ligne, quand tu vas être au kilomètre 23 puis tu vas commencer à vouloir marcher, puis tu n'y as jamais pensé, exactement ça. Ben, ça va te sauter d'en face. Puis même si tu te raccroches à ce moment-là, OK, mais quand je vais arriver, si concrètement tu sais pas quoi faire quand tu es en train de vomir entre elles parce que t'es plus capable, c'est dur. Puis ça te demande un temps là, de qu'est-ce que je fais, tu sais, ta tête part dans toutes les directions. Sonia Lupien parle du ciné lié au stress. Je sais pas si ça dit quelque chose. C'est le... T'as peu. Vas-y. OK. Le S, c'est pour je sais pas quoi. C'est contrôle. OK, contrôle, c'est ça. Ouais. Contrôle. I, c'est pour imprévu. J'aurais aimé ça mieux. Je sais que le E, c'est l'ego. Ouais. Puis ciné, le N, c'est le... Je sais pas, écoute... La nouveauté. C'est drôle parce que Dom m'a parlé de ça la semaine passée. Bon, ben, on en avait parlé sur notre podcast, Sonia Lupien, puis c'est tellement incroyable. Oh, mais c'est la meilleure au monde. Mais tu sais, elle, justement, elle parle de cette idée-là de contrôle, de nouveauté, d'imprévu. Le If-Then Strategy, ça vient concrètement jouer là-dessus. Si, tu sais, bien sûr que tous les scénarios que tu peux te faire, finalement, il n'y a rien de ça qui arrive. Ouais. Par contre, tu as une illusion de contrôle sur ce qui peut se passer. Puis une espèce de croyance en ton efficacité de réagir face à ces situations-là. Fait que ça vient jouer concrètement sur le stress. La nouveauté, tu as l'impression qu'il peut pratiquement pas en avoir si tu as fait la liste de tout ce qui pouvait arriver. Ouais. Même chose pour l'ego. Tu te dis, ben, je suis capable, moi, de faire face à ça. De faire face à tous les scénarios impossibles qui peuvent se passer. Fait que ton ego, parce que même l'ego, c'est ça, ton ego sera pas atteint. Ben, il peut être atteint, mais... Mais si tu sais qu'à un moment, ça se peut que tu sois en petite boule en train de chier dans le bois, à genre plus être capable de courir, là. C'est ça. Parce que, puis à te faire dépasser par des madames de 55 ans entre elles, ben si tu sais que ça peut arriver, quand ça va arriver... ça se peut que tu sois heurté quand même parce que c'est quand même bien sûr, pas ça touche l'ego quand même. Ouais. Sauf qu'au moins, ce sera pas, tu vas y avoir pensé. Tu sais. C'est ça. Puis tu sais, je pense qu'après, ça vient donc jouer sur le stress ou en tout cas influencer le stress concrètement. Fait que, tu sais, c'est fou comment on pense pas à tous ces liens-là. Tu sais, quand on commence une course, que finalement, toute la préparation en amont psychologique aussi influence concrètement tes réactions comportementales sur le terrain. Ouais. Donc, si on veut être concret puis donner une genre de boîte à outils aux auditeurs, là. Comment est-ce que ça commence une préparation mentale? Tu sais, c'est quoi, mettons, des tips and tricks vraiment concrets qu'on peut commencer à appliquer dans nos courses, là, tu sais? Ma première réponse à ça, c'est que chaque être humain est complexe et différent. Fait qu'il n'y a pas de liste de points 1 à 5 universelle pour tout le monde. Après, je pense que la première étape, on en a parlé beaucoup, c'est de prendre conscience de ces pensées-là en entraînement. Quand les gens vont courir, vont faire du vélo, de se dire, bon, ben oui, mon entraînement aujourd'hui, c'est pour développer ma vitesse, ma puissance, par exemple, ou ma puissance, mais c'est concrètement d'aller voir c'est quoi ces Qu'est-ce que je me dis? Exact. Je pense que ça, c'est l'étape numéro 1 pour tout le monde. Il faut que ce soit une décision active de le faire parce que tu peux pas juste... faut comme que tu dises, OK, aujourd'hui... L'intention de l'entraînement, c'est de faire ça. C'est ça. Ouais. Parce qu'après, avec le temps qui passe, on est tous capables de se dire, je me souviens quand j'ai fait tel push, je me suis dit, Sauf que pendant
Est-ce que tu en as été conscient? Mm-hmm. Fait que pour moi, ça, c'est l'étape numéro 1. Y a-tu, mettons, des trucs de genre, tu peux-tu l'écrire? Tu peux-tu, tu sais, pendant que tu le vis, là, pour être sûr de bien le faire, tu peux-tu comme te dire, hey, là, je suis en train de me dire, ou là, tu prends Absolument. un micro, Je pense que puis... oui, un micro peut-être tout de suite après l'entraînement parce que pendant, si t'es à bloc, c'est un peu dur. Là, ouais. Papier-crayon. Là, là je pense que je suis quand même pas Mais au moins d'arriver avec une liste ou en tout cas consciemment de savoir c'est quoi. Ouais. Puis tu sais, je l'ai dit rapidement, mon exemple tantôt de OK, je suis à bout, je sens plus mes jambes. Si tu sais que c'est ça que tu t'es dit, de le modifier après pour bon, ben moi, ça va être mes jambes, mon corps travaille vers l'atteinte de mon objectif. Mm-hmm. Puis de venir le modifier. Puis après ça, dans l'autre entraînement. Alors, j'ai mal aux jambes ou en ce moment, mes jambes développent de la puissance. C'est ça. Ouais. Puis on dit ça, là, puis ça semble facile à faire. Je te mets au défi, honnêtement, c'est tough. Mettons, hier, je faisais ça là, sur mon trainer, puis ça aurait été tough de me dire ça. Mais c'est ça. C'est ça. Puis je pense qu'après, plus on le fait, puis plus on est quick à aller voir puis à les modifier. T'sais. Fait que ça, je pense que c'est un tips and tricks assez... qui semble simple, mais qui est difficile à appliquer au quotidien. Mm-hmm. Après ça, le if-then strategy, pour moi, c'est une des grandes clés pour améliorer la performance. De la faire concrètement, cette liste-là, si on a un objectif ou pas même. Là. De la faire, de l'écrire, là, tu veux dire. Ouais. Vraiment. Puis d'aller voir comment on peut répondre à ça parce que le temps de réaction va être moins grand quand on va être en train de le faire. Pour moi, ça, c'est concrètement. Après ça, on a parlé aussi de modifier les pensées, là, d'en mettre le plus de positif possible. Ouais. Ça, je pense que c'en est une autre stratégie concrète. Puis après ça, l'idée de visualisation, là, de visualiser l'ensemble du processus, du pendant, oui, de la ligne d'arrivée, mais de comment ça va se passer. Mm-hmm. Moi, concrètement, avant le Mont Blanc, je me souviens être assis, mon guide m'avait dit, on part à 1h du matin, puis moi, à minuit, là, dans les refuges, on est pactés comme des sardines. Ouais. Puis dans le fond, c'était comme le fan club des hommes qui ronflent, là, vraiment. Ouais. Puis j'avais aucune chance que je dorme. Ouais. Fait qu'à minuit, je suis sortie sur la galerie, puis là, je regardais les espèces de montagnes énormes. Puis c'est vraiment ça que j'ai fait concrètement. Je me suis fermé les yeux, puis j'étais comme, bon, quand je sais que je vais être à bout la première fois, je vais mettre un écouteur, puis je vais écouter de la musique. La deuxième fois, que je vais être complètement finie, je vais me dire... T'es dans le Mont Offord. T'es en train de monter le Mont Offord. Tu montes le Mont Offord infini. C'est un Mont Offord. C'est juste Offord, il n'y a rien là. C'est exactement que je me dis ça. Je me dis exactement ça. C'est un Mont Offord infini. Oui. Le Mont Offord, c'est 300 mètres, genre 400 mètres? C'est un Mont Offord, mais juste plus long, là. No stress. Non, mais je te dis, t'aurais dû me voir. J'étais comme Mont Offord infini, Mont Offord infini. Tu sais, fait que j'avais planifié toutes ces stratégies-là qui pouvaient arriver pour que finalement ça fonctionne. Fait que de le planifier, je pense que c'est une des grandes clés. Puis finalement, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il n'y a pas une stratégie d'adaptation qui est bonne ou qui est mauvaise. On peut avoir tendance à se dire, ouais, ça, c'est vraiment pas bon. C'est le contexte qui fait que ça va être bon ou pas. Mm-hmm. Par exemple, la distraction, là, de se dire, OK, je me mets de la musique. C'est une super bonne stratégie si dans ton ultra, t'es à bout puis tu te dis, il faut que je me dissocie de ce qui se passe dans mon corps, je suis en douleur. C'est bon de mettre des écouteurs puis d'écouter de la musique. Si tu viens d'être blessé, ou par exemple, non, tu es en train de faire une descente puis ça te demande toute ta concentration. Mais tu n'as pas des écouteurs avec de la musique, tu vas tomber. Mm-hmm. Tu sais, fait que c'est à quel moment la stratégie est la mieux adaptée. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. De se donner des encouragements, de se dire « let's go, je suis capable », c'est super bon. Si tu es blessé puis que oublie ça, que tu peux plus continuer, ça sert à rien que tu te dises « ah ouais, pousse, pousse, pousse », tu vas te détruire puis tu seras pas capable de repartir. Fait que ça aussi, je pense qu'il y a une complexité dans à quel moment j'applique quoi. Puis ça, en entraînement, on peut le tester. Ouais. C'est tellement... c'est life-changing, notre conversation, pour vrai. Puis je pense que ça va l'être pour beaucoup de monde. Je l'applique juste à moi. Là. Moi, j'ai fait beaucoup de DNF là, quand je faisais de l'ultra. Puis la raison, puis le dénominateur commun de toutes ces affaires-là, c'est que le seul scénario que j'envisageais pour ces ultras-là, c'était le coup de circuit. Tout le temps. Parce que je savais, mettons, c'est que genre, OK, ben là, je m'entraîne à ce niveau-là. J'ai fait, genre, je sais pas, sur marathon ou sur une course plus courte, je suis à ce niveau-là. C'est un performant. Oui, c'est ça, versus du monde qui ont déjà fini le UTHC, mettons. Fait que je sais qu'à peu près, normalement, mon niveau est là. Puis là, part pour ça. Puis la seconde qu'il y a quelque chose qui était pas dans mon scénario... A+, qui commence à arriver, c'était pas possible de continuer. Ben là, le spin, il part complètement négativement. Alors que possiblement que
je veux dire, comme tout le monde qui fait un ultra dit la même chose, c'est qu'à m'amener, tu sors de l'autre bord, là, tu sais, comme, à amener, ça finit la partie négative, ou si t'as mal au ventre, à amener, ça passe, puis genre, ralentis un peu, puis ça passe, puis, sauf que moi, c'était, OK, non, 120 grammes de carbs à l'heure, je suis capable d'en prendre des carbs à l'entraînement, j'ai aucun problème avec ça, cours les montées, puis genre, reste à telle fréquence cardiaque, à amener, la fréquence cardiaque est trop haute, tu te fais dépasser, puis là, ça part dans l'autre spin. Mais tu vois, c'est tellement pas étonnant parce que tu t'étais entraîné pourquoi? Pour la performance physique, technique. Ouais. Mais avais-tu fait une préparation en amont de ce qui va se passer? Pas du tout. Ben, c'est ça. Pas du tout. C'est ça. Grave erreur. Après, je dis pas que ça aurait fait que tu n'aurais pas d'ENF parce qu'après, il y a des circonstances vraiment, tu sais, bon, c'est pas une baguette magique. Mais si tu t'étais imaginé le scénario possible de ce moment-là où tu vomis parce que tu as trop mangé ou parce que tu es parti trop vite ou parce que tu aurais su que c'est une possibilité. Exact. Alors que là, tu étais prêt au niveau technique, physique pour être sur le podium, tu sais. Mais c'est pour ça que moi, je me fais une mission de parler de ça parce que je me dis, on en parle tellement de la technique, ce qui est super important, c'est ça qui fait que tu réussis en bout de ligne, mais le côté psy, là, il est tellement important. 100%. C'est 18 de la performance. C'est fou cette étude-là. C'est énorme. Tellement. Pour vrai, si je vais essayer d'appliquer ça dès demain, là, vraiment. Là. C'est dur, là. J'en doute pas. Mais tu sais, plus on l'essaie au quotidien, je pense, puis plus après ça, sur le long terme, ça devient instinctif. Puis c'est là où c'est le fun, tu sais. Moi, je pense, dans mon cas, c'est ça qui m'a amené à me pencher là-dessus en psycho, puis à vraiment essayer de concrètement accompagner les gens là-dedans, parce que je me disais, moi, ça a tout changé de la Grande Traversée jusqu'à aujourd'hui. Puis c'est pour ça que j'ai osé me lancer dans la course entre elles, alors que pour vrai, je suis terriblement lente, puis c'est dur, mais je me dis, je sais que c'est ce qu'il y a dans ma tête qui fait qu'en bout de ligne, je réussis à mettre un pied devant l'autre. Ouais. Y a-tu autre chose dans tes recherches? Puis là, je te lance en dessous du boss, là, mais y a-tu autre chose dans tes recherches que tu fais quand même ça vaudrait la peine d'en parler, là? Ben, en fait, j'ai pas une recherche concrète qui me vient, tu sais, mais je pense que, tu sais, tantôt, j'en ai parlé. Ou un message que tu penses qui serait pertinent. Ben, du contexte, là, tu sais, je l'ai nommé un petit peu tantôt, mais je pense que ça, faut vraiment pas passer à côté de cette idée-là qu'il y a un contexte pour la bonne stratégie, puis que c'est en amont qu'on prépare ça. Moi, c'est le message que j'ai envie de passer, tu sais. Puis que non, il n'y a pas de recette secrète, mais de s'attarder concrètement à ça, je pense que ça peut vraiment faire la différence, tu sais, dans nos performances ou dans nos entraînements au quotidien, là. Tu sais, fait que de porter cette attention-là particulière, puis plus on en parle, puis plus on en prend conscience aussi. Je pense que c'est ça le message. As-tu un exemple de, tu sais, un petit peu plus d'exemples de différents contextes? Parce que là, tu as donné l'idée, mettons, de dire, mettre tes écouteurs, ça peut fonctionner pour, tu sais, une longue montée du Mont Arthur d'infini versus pas la mettre en descente. Mettons, as-tu d'autres contextes comme ça, juste pour mieux comprendre le principe de contexte? Oui. Ben, l'idée de l'auto-encouragement, là, tu sais, comme je disais tantôt, quand t'es blessé, quand tu l'es pas, ça, c'en est un bon exemple pour moi de se dire... Ouais, parce que continuer à se dire let's go, puis finalement, t'as juste un ACL déchiré. Là, exactement. Puis, tu sais, je reviens avec tantôt l'idée... Comme le film d'Emma, excuse-moi, le film d'Emma sur Undone, là, où est-ce que c'est comme, OK, là, peut-être que ton discours positif, ce serait le temps de l'arrêter parce que il y a des chances que tu puisses plus jamais marcher sur ta jambe, là, tu sais. Exactement. Puis, tu sais, tantôt, on parlait du rythme cardiaque aussi, le discours interne qui influençait le rythme cardiaque. Là, c'en est un exemple concret. T'sais. Si tu es en train de tout donner puis que c'est la ligne d'arrivée qui est devant, là, répète-toi le plus possible tes keywords qui fonctionnent. Ouais. Par exemple, si tu es en train de monter le Mont Blanc, peu importe où là, tu as besoin de diminuer parce que, tu sais, en altitude, par exemple, tu as déjà les pulsations au max, là. Pour vrai, de me dire avant d'arriver au sommet, ah ouais, Yana, let's go, t'es capable, pousse. J'ai compté jusqu'à 20, puis j'ai recommencé à compter jusqu'à ce que j'arrive en haut. T'sais, pour moi, ça, c'est un exemple aussi de contexte. Le même principe, par exemple, dans un début d'ultra, je sais que c'est le cas de beaucoup de monde qui font l'UTHC parce que les 4 premiers kilos sont genre sur le plat. Si tu pars en te disant let's go, t'es capable, puis là, t'es comme à bloc sur le plat, il faut que tu partes en te disant hey, vas-y, relax, profite du moment. Oui. Ouais. Puis, tu sais, un des pièges aussi, ça pourrait être, tu sais, tantôt on parlait de la pain cave ou du surfer, là, c'est d'aller trop rapidement aussi. Aller tirer dedans, ouais. Tu sais, faut quand même amener le corps. Dans le premier kilomètre, c'est comme yo, relax un peu, là. Honnêtement, tu peux tellement te donner des stratégies puis y aller rapidement dans ces stratégies-là, ce qui est bon, mais en même temps, faut que tu amènes ton corps à un moment où faut que tu atteignes cette limite-là
on plonge. Parce qu'après ça, sinon, ça sera pas si long que tu vas avoir fait le tour de toutes tes idées de stratégie, là. Ouais. Que ce soit la musique, la distraction. Tu sais, il y en a, je me souviens lire des études, il y en a qui se racontaient des histoires, tu sais, concrètement, qui s'amenaient ailleurs, là, dans un autre... je pense que c'était une équipe de course entre elles. Puis eux, à un moment donné, ils se disaient concrètement, ils s'amenaient dans leur voyage de bike en entraînement, tu sais, au niveau de la visualisation, pour amener le focus complètement ailleurs. Ouais. Cette idée-là de focus attentionnel est super importante dans les longues sorties. Parce que si tu focuses à un moment donné tout le temps sur le fait que tes muscles t'amènent vers la ligne d'arrivée, là, je comprends qu'on peut faire le tour. Ouais, c'est ça. Fait que de t'amener, de te plonger dans un autre scénario complètement, ben ça revient au signal d'alarme qu'on dit qu'on mutait tantôt. Tu sais, Ouais. c'en est une stratégie qui peut être super pertinente. Là. Ouais. Très, très cool. C'est vraiment, vraiment fucking intéressant. Puis, j'espère que plus tes recherches vont continuer d'avancer, tu vas me réécrire quand tu as un autre breakthrough pour venir me parler. Là. Avec grand plaisir. Sinon, juste avant de te laisser partir, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce qui s'en vient pour toi? Plein de choses. Je travaille sur d'autres aventures qui s'en viennent. Encore une fois, de l'idée de mettre hors de ma zone de confort. Je pense que c'est un peu ça le thrill. Puis d'aller voir qu'est-ce qui se passe dans ma tête pendant ces moments-là. Fait que de la préparation d'aventure, il y a le livre qui continue de se promener un peu partout. Est-ce que tu penses que tu vas avoir besoin d'athlètes à amener pour faire des études cliniques? J'aimerais tant. Parce que si tu fais amener des études, là, puis tu as besoin de groupes d'athlètes d'endurance, moi, d'après moi, il y a beaucoup d'auditeurs, ben, moi inclus. Mais ça tombe pas dans l'oreille d'une sourde parce que je travaille concrètement à mon projet doctoral en ce moment qui est lié à ça. Tu sais, des fois, c'est tough de trouver, mettons, tu sais, tu lis souvent des articles genre 20 cyclistes entraînés. C'est un peu plus dur. Il y en a 20 cyclistes entraînés qui écoutent le UPK podcast, fait que n'hésite pas. Hein. Pour vrai, ça serait, tu sais, en fait, pour moi, avancer le plus possible, tu sais, aider en tout cas à avancer la science, c'est comme concrètement comment on peut amener ces savoirs-là puis les vulgariser après pour monsieur, madame, tout le monde. Puis c'est un devoir que je me fais, puis c'est en faisant des recherches, fait que c'est sûr que je garde ça en tête. Concrètement, ça s'en vient, là, mon recrutement. Fait que tu recevras un petit courriel à ça va me faire plaisir de partager en intro de podcast avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton temps, c'était super. C'était super. À bientôt. Yes.